Bonsoir et bienvenue à vous tous. C'est le programme du soir sur New World Info. Ce jeudi, nous allons parler du Cameroun dans le décryptage. Pour commencer, on va évoquer cette mobilisation qui se poursuit après la mort du journaliste Samuel Ouazizi, présentateur d'une télévision locale à Bouéa dans la région anglophone du Sud-Ouest. Il avait été arrêté par la police le 2 août 2019. Il était accusé d'intelligence avec le terrorisme et avait été emmené par des militaires 5 jours plus tard. Malgré le travail des avocats et des ONG, de la société civile, plus personne n'a eu de ces nouvelles jusqu'à ce que l'état-major ne confirme son décès le vendredi dernier, décès qui serait intervenu le 17 août 2019. Mais au Cameroun, les journalistes, la société civile veulent savoir véritablement ce qui s'est passé réellement dans le cas Samuel Ouazizi. On va tenter de comprendre cela avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La situation de Samuel Ouazizi, qu'on annonce mort depuis août dernier, continue de secouer le monde de la presse au niveau du Cameroun. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? On ne sait certainement pas ce qui s'est passé, puisque c'est curieux quand même qu'on annonce la mort de quelqu'un décédé le 2 août 2019. Nous sommes en juin 2020, c'est-à-dire 10 mois après, on annonce la mort d'une personne dont les parents, la société civile, l'association des journalistes réclamaient régulièrement sa liberté, de sorte que quand on regarde le dossier, il y a ces avocats qui, à 14 reprises, sont allés au tribunal déposer un dossier pour demander une liberté, alors qu'on demandait une liberté pour quelqu'un qui est déjà décédé. C'est vraiment curieux cette façon de faire, et c'est inadmissible, comme le dit un reporter sans frontières, c'est inexplicable, puisque c'est l'expression qu'ils ont utilisée, et je suis vraiment d'accord avec eux que quelqu'un soit mort et que pendant 10 mois, ni sa famille, ni le lieu où il travaille, personne n'est informé de son décès, et comme un coup de tonnerre, on se lève pour dire aux gens en juin que la personne est décédée depuis le 17 du mois d'août de l'année passée. Je crois que vraiment c'est exagéré, d'autant plus qu'on n'a pas eu à prouver ce qu'on lui reprochait. Il n'a pas encore été jugé. Il est décédé pendant ce qu'on appelle une détention préventive. C'est-à-dire les juges n'ont pas encore jugé pour dire voilà de quoi il est coupable. Il a été arrêté le 2 août, il est mort le 17 août, et selon, en tout cas, la défense camerounaise, il est mort de maladie naturelle, on peut dire? Non, on ne peut pas parler de mort de maladie naturelle, parce que quand on regarde RSF, Reporters sans frontières, qui s'est beaucoup battu sur cette question, ils avaient réussi à avoir une de ses photos le 13 août, donc avant sa mort. Et sur cette photo, il y avait des tuméfactions, il avait des blessures, il avait des inflammations au niveau du pied, au niveau du bras. Et eux, ils avaient déjà commencé à dénoncer en disant qu'il est en train d'être maltraité, torturé, alors qu'il n'avait pas encore été jugé. Et tout ça, ça s'était passé bien avant. On est en août 2019. Depuis lors, plus d'informations, puisque très certainement, il n'était pas présentable. On ne pouvait pas le présenter à ses avocats, on ne pouvait pas le présenter à sa famille. On nous dit qu'il est mort de septicémie. Mais est-ce que ce n'est pas suite à ses blessures? Parce que s'il y a une infection, on considère que c'est un terroriste, on ne prend pas soin de le soigner comme il se doit. Si cette infection se généralise et qu'il meurt de cette infection, les militaires sont encore responsables. On n'accuse pas la septicémie, parce que la septicémie ne se lève pas pour venir s'installer comme ça chez quelqu'un. C'est à cause de la négligence, d'autant plus qu'il est mort dans un hôpital militaire. Puisqu'après avoir été arrêté par les policiers, 5 jours après, c'est les militaires qui l'ont pris, amené avec eux, et c'est entre les mains des militaires qu'il est décédé. Donc, vous l'avez rappelé, la défense camerounaise, le ministère de la Défense parle de décès suite à une septicémie. La famille doute puisqu'elle dit que Samuel Ouazizi ne présentait aucun antécédent médical. Mais tout à fait. À la limite, l'État camerounais n'a plus rien à dire. Parce qu'il faut bien qu'on nous explique comment quelqu'un peut être décédé en août 2019 et qu'on attende juin 2020 pour annoncer la mort de cette personne. Moi, je crois que ça doit suffire comme problème à l'État camerounais. Quand on le fait, mais c'est clair, qu'est-ce qu'on cache généralement?
Ce qui est clair, on ne le cache pas, on le montre. Il y a combien de Camerounais qui sont décédés entre ces deux périodes-là? On les a cachés. Pourquoi cacher celui-là? D'autant plus que c'était un journaliste qu'on accusait d'intelligence avec les anglophones, alors que cela n'a pas été prouvé. C'est vrai que son discours dérangeait, et tout le monde savait que son discours dérangeait, de sorte que dès qu'il a été pris par la police, mais les gens ont dit que c'est un enlèvement. Les gens n'ont pas parlé d'arrestation, les gens avaient parlé d'enlèvement, de séquestration, et aujourd'hui, ceux qui avaient utilisé cette expression très tôt ont eu parfaitement raison. Je crois qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement camerounais doit faire, c'est ce que demandent Reporters sans frontières, Human Rights Watch, l'Association des journalistes du Cameroun, etc. Il faut ouvrir une enquête indépendante. Le gouvernement n'aura aucune crédibilité dans cette affaire-là. L'armée n'aura aucune crédibilité parce que quand on a caché la mort de quelqu'un pendant 10 mois, on n'a plus rien à dire. On doit pousser, se mettre à côté et laisser les gens faire les investigations pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. À l'heure où nous parlons, où se trouve le corps de Samuel Ouazizi? Encore avec les mains de l'État. Puisque dans les revendications de la famille, ils demandent qu'on dise la vérité, qu'on rétablisse la vérité des faits, qu'on sache dans quelles circonstances il est effectivement décédé. Ils demandent également qu'on leur rende le corps, mais la famille est extrêmement claire. Si le corps est rendu, la famille veut faire une autopsie d'abord et faire l'inhumation ensuite. Mais il y a une équation, est-ce que le corps a été conservé? Parce que souvent, quand on fait disparaître une personne, quand on massacre une personne au point que les traces soient sur le corps de la personne, on n'a pas envie de rendre la personne à sa famille, on fait disparaître également le corps. Pour le moment, ils ont dit qu'il est mort. Ils n'ont pas encore dit où se trouve le corps. Ils n'ont pas encore dit s'ils vont rendre le corps ou pas à la famille. En tout cas, la famille réclame le corps du défunt, une autopsie avant son inhumation. Comment est-ce qu'on a pu arriver à coller cette accusation à Samuel Ouazizi? En fait, il travaillait dans une télévision à Bouyewa et c'était un présentateur et il parlait de cette question. Mais comme généralement ça se fait dans les pays où il n'y a pas de démocratie, quand tu n'es pas pour l'État ou quand tu ne tiens pas le discours de l'État, tu es contre l'État. Alors qu'un journaliste, mon cher, sa liberté, c'est de dire les faits d'abord comme elles se présentent et ensuite de donner son commentaire, de donner son opinion. Et c'est ce qu'il a fait. Les faits n'étaient pas favorables au pouvoir. Son commentaire n'était pas favorable au pouvoir. On a profité de cela pour l'accuser d'intelligence avec des terroristes, ce qu'aucun des journalistes, aucune des personnes qui lui sont proches n'a reconnu. Les gens ont toujours dit qu'il ne fait que son travail et tout le monde savait que son travail dérangeait le gouvernement, raison pour laquelle on a voulu en finir tout simplement avec lui. Est-ce que l'administration Biya a réagi? Une réaction pas véritablement, puisque la réaction est antérieure à l'annonce de la mort. Puisqu'à un certain moment, c'est comme si les gens avaient eu des faisceaux d'informations pouvant montrer qu'il est décédé. Les gens sont allés voir l'ambassadeur de France au niveau du Cameroun, qui a appelé le président Biya, qui avait promis en juin qu'une enquête va être faite, pas sur la mort à l'époque, sur la disparition, puisqu'on ne pouvait pas encore parler de mort, puisque personne n'avait encore certifié à l'époque qu'il est décédé. Mais en ce moment, déjà, les gens se posaient des questions. Quelqu'un qui a disparu depuis des mois, il n'y a aucune information, il n'y a rien, vous ne pouvez avoir aucun élément concernant la personne, où se trouve la personne, aucune visite ni de ses avocats, ni de sa famille. Les gens étaient allés faire la pression au niveau de l'ambassade de France. L'ambassadeur a effectivement appelé le président camerounais qui avait promis qu'une enquête allait être ouverte. Mais voilà qu'on révèle maintenant à la place d'une enquête qu'il est tout simplement décédé. Cette situation met quand même l'armée camerounaise dans une posture assez difficile puisqu'elle était accusée déjà de plusieurs exactions. Mais tout à fait, ce n'est pas une surprise. Et c'est pourquoi des organismes comme Human Rights Watch, Amnesty International, qui ont fait beaucoup de rapports sur cette question de la crise anglophone, n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Pour eux, voici la confirmation de ce qui a toujours été dit dans les rapports qu'ils ont publiés. Et à chaque fois qu'ils ont publié le rapport, il y a le ministre camerounais de l'information, porte-parole du gouvernement, qui est sorti démentir tout ce que les gens ont dit à chaque fois et de façon véhémente sur toutes les radios et télévisions internationales. Aujourd'hui, voilà un exemple concret. Parce que celui-là n'est pas un militaire. Celui-là ne portait pas les armes. Ça, au moins, c'est établi. L'intelligence qu'on lui reproche n'a pas encore été prouvée. Et voilà qu'il est mort pour un reproche qui n'a pas été établi. Donc, ce que les Human Rights Watch et Amnesty International disaient en termes de non-respect des droits de l'homme de la part de l'État,
mais de la part également des rebelles anglophones. Voilà ici une preuve pour ce qui concerne l'État et les militaires camerounais. Alors, la mobilisation, je le disais en entrée d'émission, se poursuit. Les avocats des ONG, la société civile se mobilisent pour exiger la vérité, mais se heurtent aussi à un cordon policier impressionnant. Tout à fait. Il y a une manifestation qui avait été prévue à Bouéwa, là où il se trouvait la télévision, à Bamenda, qui est un peu le centre au niveau de cette partie anglophone, à Douala aussi. Mais il n'y a même pas eu de départ de manifestation. Un impressionnant dispositif de policiers a été mis en place pour empêcher toute velléité de manifestation. Et ça également, ça pose problème. On voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement. On a tué George Floyd. On voit la réaction des Noirs, mais on voit la réaction des Américains de façon générale. Ça dépasse les États-Unis aujourd'hui pour aller à travers le monde. Il est tout à fait normal au niveau du Cameroun, pour les journalistes en particulier, qu'on ait tué un de leurs confrères, qu'on leur ait caché la mort pendant 10 mois, mais le minimum, c'est que ces gens-là sortent dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Et généralement, je ne connais pas de manifestation de journalistes où les gens sortent avec des cailloux ou des bâtons. Ils n'ont que leur bic et leur papier. Et c'est avec ça également qu'ils manifestent. Pourquoi tout ce dispositif policier, si ce n'est que l'État camerounais est particulièrement gêné et il ne voudrait certainement pas que l'affaire prenne l'ampleur comme l'affaire de George Floyd. Il faut étouffer la chose dans l'œuf, mais ça sera extrêmement difficile aujourd'hui. Ça va être quand même assez compliqué dans le contexte actuel pour la famille d'avoir des réponses, puisqu'elle s'est adressée au tribunal de Bouéa qui s'est déclaré incompétent. Oui, mais ça, c'est du cinéma. Parce que quand on regarde ce que le tribunal dit, ce que le gouverneur également dit, parce que la famille s'est adressée au tribunal, le tribunal a dit on ne peut pas juger de cette affaire. Et l'argument qu'il donne, c'est que le journaliste a été effectivement arrêté au niveau de Bouéa, mais le journaliste a quitté Bouéa vivant. Donc, eux, ils ne peuvent pas répondre de ce qui s'est passé après. Ils sont allés voir le gouverneur. Le gouverneur a donné exactement la même réponse. Et comme ils disent, ils ne peuvent pas se prononcer, le gouverneur s'est déclaré incompétent. La justice également s'est déclarée incompétente. Non. La justice peut faire son travail. Si elle en arrive à un moment où elle ne peut plus continuer, il y a certainement une autre institution, toujours sur le plan judiciaire, qui doit pouvoir continuer avec ce même dossier. Parce que quand on va faire l'enquête, nécessairement, on reviendra là où il a été arrêté. On reviendra là où il travaillait. Donc cette incompétence, c'est toujours cet État qui est là, qui est particulièrement gêné par cette mort et qui sait que s'il faut se mettre devant les gens, répondre à des questions, il va être difficile de tenir la route. On préfère tout simplement dégager en touche en disant il a quitté la zone en étant vivant, nous n'avons pas de compétences pour nous prononcer parce qu'il est mort ailleurs. Je crois que c'est trop facile. On a jugé Hissène Habré au Sénégal. Il a tué qui au Sénégal? Personne. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On passe tout de suite à la pause et après, c'est l'invité de ce jour.